Hector Malot, volume 2, chapitre 34, Les nuits de Noël. Nous ne parlions plus que d'Arthur, de Madame Milligan et de Monsieur James Milligan. Où était Arthur et sa mère? Où pourrions-nous bien les chercher, les retrouver? Cette visite de Monsieur J. Milligan nous avait, nous avait inspiré une idée. Puisque Monsieur J. Milligan était venu une fois, il était à peu près certain qu'il reviendrait. N'avait-il pas des affaires avec mon père? Et alors, quand il partirait, Mathia, qu'il ne connaissait point, le suivrait. On saurait sa demeure, on ferait causer ses domestiques, et peut-être ces renseignements nous conduiraient-ils auprès d'Arthur. Ce beau plan n'avait pas seulement l'avantage de devoir me faire retrouver Arthur à un moment donné, il en avait encore un autre qui présentement me tirait d'angoisse. Depuis l'aventure de Capi, et depuis la réponse de mère Barberin, Mathia ne cessait de me répéter sur tous les tons « Retournons en France ». Quant à mon éternel, je dois rester, j'ai ajouté pour retrouver Arthur. Mathia n'eut plus rien à répliquer. Il ne pouvait pas prendre parti contre Arthur. Ne fallait-il pas que Madame Milligan connût les dispositions de son beau-frère? Si nous avions dû attendre Monsieur James Milligan en sortant du matin au soir comme nous le faisions depuis notre arrivée à Londres, cela n'eût pas été bien intelligent. Mais le moment approchait où, au lieu d'aller jouer dans les rues pendant la journée, nous irions pendant la nuit, car c'était aux heures du milieu de la nuit qu'ont lieu les concerts de Noël. Alors, restant à la maison pendant le jour, nous arriverions bien sans doute à surprendre l'oncle d'Arthur. « Si tu savais comme j'ai envie que tu retrouves Madame Milligan, me dit un jour Mathia. Et pourquoi donc? Il hésita assez longtemps parce qu'elle a été très bonne pour toi. Puis il ajouta encore, et aussi parce qu'elle te ferait peut-être retrouver tes parents. Et comment cela? J'ai mon idée. Veux-tu la dire, ton idée? Oh non, parce qu'elle serait trop bête si elle était fausse. Il ne faut pas se faire des joies qui ne se réalisent pas. Je n'insistais pas, car moi aussi j'avais une idée bien confuse, bien timide, bien plus bête, me disais-je, que ne pouvait l'être celle de Mathia. Mais précisément, par cela même, je n'osais insister pour que mon camarade me dît la sienne. Qu'aurais-je répondu si elle avait été la même que celle qui flottait dans mon esprit? Il n'y avait qu'à attendre, et nous attendîmes. Tout en attendant, nous continuâmes nos courses dans Londres, car nous n'étions pas de ces musiciens privilégiés qui prennent possession d'un quartier. Combien de fois, au moment de faire notre recette, et après avoir joué de notre mieux nos meilleurs morceaux, avions-nous été obligés de déguerpir au plus vite devant quelque formidable Écossais aux jambes nues, qui, par le seul son de sa cornemuse, nous mettait en fuite. Avec son cornet à piston, Mathia aurait bien couvert le bip, mais nous n'étions pas de force contre le piper. De même, nous n'étions pas de force contre les bandes de musiciens nègres qui courent les rues et que les Anglais appellent des niggers mélodistes. Ces faux nègres qui s'accoutrent grotesquement avec des habits à queue de morue étaient notre terreur, plus encore que les bardes écossais. Aussitôt que nous les voyions arriver, ou simplement quand nous entendions leur banjo, nous nous en allions loin de là, ou bien nous attendions qu'ils eussent fini leur charivari. Un jour que nous étions ainsi leurs spectateurs, je vis un d'entre eux, le plus extravagant, faire des signes à Mathias. Je crus tout d'abord que c'était pour se moquer de nous,
et amuser le public par quelques scènes grotesques dont nous serions les victimes. Lorsque, ma grande surprise, Mathia lui répondit amicalement. « Tu le connais donc ?» lui demandai-je. « C'est Bob, mon ami du cirque Gassot, un des deux clowns dont je t'ai parlé, et celui surtout à qui je dois t'avoir appris ce que je sais d'anglais. » « Tu ne l'avais pas reconnu ? Parbleu, chez Gassot, il se mettait la tête dans la farine et ici il se la met dans le cirage. » Lorsque la représentation des niggers mélodistes fut terminée, Bob vint à nous et, à la façon dont il aborda Mathia, je vis combien mon camarade savait se faire aimer. Mais il fallut bien se séparer de lui pour suivre sa bande. Nous, pour aller dans un quartier où il n'irait pas, et les deux amis remirent au dimanche suivant le plaisir de se raconter ce que chacun avait fait depuis qu'ils étaient séparés. Par amitié pour Mathia, sans doute Bob voulut bien me témoigner de la sympathie, et bientôt nous eûmes un ami qui, par son expérience et ses conseils, nous rendit la vie de Londres beaucoup plus facile qu'elle ne l'avait été pour nous jusqu'à ce moment. Il prit aussi Capi en grande amitié, et souvent il nous disait avec envie que s'il avait un chien comme celui-là, sa fortune serait bien vite faite. Plus d'une fois aussi, il nous proposa de nous associer tous les trois, c'est-à-dire tous les quatre, lui, Mathia, Capi et moi. Mais si je ne voulais pas quitter ma famille pour retourner en France, voir Lise et mes anciens amis, je le voulais bien moins encore pour suivre Bob à travers l'Angleterre. Ce fut ainsi que nous gagnâmes les approches de Noël. Alors nous nous mettions en route tous les soirs, vers 8 ou 9 heures, et nous gagnions les quartiers que nous avions choisis. À mesure que s'écoulent les heures de la nuit, les dernières voitures portant les spectateurs des théâtres passent et une sorte de tranquillité s'établit, succédant peu à peu au tapage assourdissant de la journée. Alors, nous jouons nos airs les plus tendres, les plus doux. Le violon de Mathia pleure, ma harpe gémit, et quand nous nous taisons pendant un moment de repos, le vent nous apporte quelques fragments de musique que d'autres bandes jouent plus loin. Notre concert est fini. Messieurs, mesdames, bonne nuit et gai Noël. Puis nous allons plus loin recommencer un autre concert. Cela doit être charmant d'entendre ainsi de la musique. La nuit dans son lit, quand on est bien enveloppé dans une bonne couverture sous un chaud édredon. Mais pour nous, dans les rues, il n'y a ni couverture ni édredon. Il faut jouer cependant, bien que les doigts s'engourdissent. Il y a des ciels de coton où le brouillard nous pénètre de son humidité. Il y a aussi des ciels d'azur et d'or où la bise du nord nous glace jusqu'aux os. Il n'y a pas de doux et de clément. Ce temps de Noël nous fut cruel, et cependant pas une seule nuit, pendant 3 semaines, nous ne manquâmes de sortir. Et en imagination, tout en courant les rues, pauvres misérables que nous sommes, nous voyions ces douces fêtes de famille, aussi bien dans le manoir aristocratique que dans la chambre du pauvre. Gai Noël pour ceux qui sont aimés. Après la fête de Noël, il fallut sortir dans la journée, et nos chances de voir M. James Milligan diminuèrent beaucoup. Sans dire ce qui nous préoccupait, Mathia s'était ouvert à son ami Bob, et lui avait demandé s'il n'y avait pas des moyens pour trouver l'adresse d'une dame Milligan qui avait un fils paralysé, ou même tout simplement celle de M. James Milligan. Mais Bob avait répondu que ce nom de Milligan était porté par un certain nombre de personnes de Londres et un plus grand nombre encore en Angleterre. Nous n'avions pas pensé à cela, mais pour nous, il n'y avait qu'une Madame Milligan, qui était la mère d'Arthur, et qu'un Monsieur James Milligan, qui était l'oncle d'Arthur.
Alors Mathia recommença à me dire que nous devions retourner en France et nos discussions reprirent de plus belle. J'ai peur, continuait Mathia. Allons-nous-en, tu verras qu'il nous arrivera quelque catastrophe. Allons-nous-en. Mais bien que les dispositions de ma famille n'eussent pas changé à mon égard, bien que mon grand-père continuât à cracher de mon côté, bien que mon père ne m'adressât que quelques mots de commandement, bien que ma mère n'eût jamais eu un regard pour moi, bien que mes frères fussent inépuisables à inventer de mauvais tours pour me nuire, bien qu'Annie me témoignât son aversion dans toutes les occasions, bien que Kate n'eût d'affection que pour les sucreries que je lui rapportais, je ne pouvais me décider à suivre le conseil de Mathia. Le temps s'écoula lentement, bien lentement, mais enfin les jours s'ajoutèrent aux jours, les semaines aux semaines, et le moment arriva où la famille devait quitter Londres pour parcourir l'Angleterre. Les 2 voitures avaient été repeintes et on les avait chargées de toutes les marchandises qu'elles pouvaient contenir et qu'on vendrait pendant la belle saison. Que de choses, et comme il était merveilleux qu'on pût les entasser dans ces voitures. Et quand nous étions là, nous voyions sortir de la cave des ballots qui étaient arrivés cours du Lion Rouge, en ne venant pas directement des magasins. Enfin, les voitures furent remplies. Des chevaux furent achetés, où et comment, je n'en sais rien, mais nous les vîmes arriver, et tout fut prêt pour le départ. Mon père, ayant trouvé que nous gagnions de bonnes journées avec notre violon et notre harpe, décida que nous partirions avec lui, mais que nous resterions musiciens. Nous voilà de nouveau sur les grands chemins, mais cette fois, je ne suis plus libre d'aller où je veux, de faire ce que bon me semble. Nous suivons la famille Driscoll. Cependant, c'est avec un sentiment de délivrance que je quitte Londres. Je ne verrai plus la cour du Lion Rouge et cette trappe qui, malgré ma volonté, attirait mes yeux irrésistiblement. Le jour même de notre départ, je vis comment se faisait la vente de ces marchandises qui avaient coûté si peu cher. Nous étions arrivés dans un gros village et les voitures avaient été rangées sur la grande place où on avait abaissé un des côtés et tout l'étalage s'était présenté à la curiosité des acheteurs. « Voyez les prix, criait mon père. « Vous n'en trouverez nulle part de pareil. Comme je ne paye jamais mes marchandises, cela me permet de les vendre bon marché. Je ne les vends pas, je vous les donne. Voyez les prix. » J'entendais les gens dire en s'en allant, « Il faut que ce soit là des marchandises volées. » Il le dit lui-même. S'ils avaient jeté les yeux de mon côté, la rougeur de mon front leur aurait appris combien étaient fondées leurs suppositions. Il y avait plusieurs semaines déjà que nous avions quitté Londres et nous étions arrivés dans une ville aux environs de laquelle devaient avoir lieu des courses. En Angleterre, les courses de chevaux sont une fête populaire. Sur la lande ou sur les dunes qui servent d'hippodrome arrivent plusieurs jours à l'avance des saltimbanques, des bohémiens, des marchands ambulants qui tiennent là une sorte de foire. Nous nous étions hâtés pour prendre notre place dans cette foire, comme musiciens, la famille Driscoll comme marchands. De nombreuses tentes étaient dressées et de loin, on apercevait çà et là des petites colonnes de fumée autour desquelles se pressaient des gens en haillons pittoresques. Comme nous passions devant un de ces feux au-dessus duquel une marmite était suspendue, nous reconnûmes notre ami Bob. Il se montra enchanté de nous voir. Il était venu aux courses avec 2 de ses camarades pour donner des représentations d'exercices de force et d'adresse. Mais les musiciens sur qui il comptait leur avaient manqué de parole. Si nous voulions, nous pouvions leur rendre un grand service. C'était de remplacer ces musiciens. La recette serait partagée entre nous 5. Il y aurait même une part pour Capi.
Comme nous étions libres de faire ce que bon nous semblait, à la seule condition de rapporter une bonne recette, j'acceptai. Il fut donc convenu que le lendemain nous viendrions nous mettre à la disposition de Bob et de ses deux amis. Mais une difficulté se présenta quand je fis part de cet arrangement à mon père. « J'ai besoin de Capi demain, dit-il, vous ne pourrez pas le prendre. » À ce mot, je me sentis mal rassuré. Voulait-on employer Capi à quelque vilaine besogne? Mais mon père dissipa tout de suite mes appréhensions. « Capi a l'oreille fine, dit-il, il entend tout et fait bonne garde. Il nous sera utile pour les voitures, car au milieu de cette confusion de gens, on pourrait bien nous voler. Vous irez donc seul jouer avec Bob et vous viendrez nous rejoindre à l'auberge du Gros Chêne, où nous coucherons, car mon intention est de partir d'ici à la nuit tombante. » Cette auberge du Gros Chêne, où nous avions passé la nuit précédente, était située à une lieue de là, en pleine campagne. La route était droite. Elle n'aurait d'autre ennui pour nous que d'être un peu longue après une journée de fatigue. Le lendemain matin, après avoir été promener Capi, lui avoir donné à manger et l'avoir fait boire pour être bien sûr qu'il ne manquerait de rien, je l'attachai moi-même à l'essieu de la voiture qu'elle devait garder et je partis avec Mathia rejoindre Bob et ses amis. Aussitôt arrivés, nous nous mîmes à jouer, et cela dura sans repos jusqu'après minuit. Je faisais encore un certain tapage avec ma harpe, mais je ne savais plus trop ce que je jouais, et Mathia ne le savait pas mieux que moi. 20 fois Bob avait annoncé que c'était la dernière représentation, et 20 fois nous en avons recommencé une nouvelle. Si nous étions là, nos camarades, qui dépensaient beaucoup plus de force que nous, étaient exténués. Aussi avaient-ils déjà manqué plus d'un de leur tour. À un moment, une grande perche qui servait à leurs exercices tomba sur le bout du pied de Mathia. Je crus qu'il avait le pied écrasé. Heureusement, la blessure n'avait pas cette gravité. Les chairs étaient déchirées, mais les os n'étaient pas brisés. Cependant, Mathia ne pouvait pas marcher. Que faire? Il fut décidé qu'il resterait à coucher dans la voiture de Bob et que moi je gagnerais tout seul l'auberge du Gros Chêne. Ne fallait-il pas que je susse où la famille Driscoll se rendait le lendemain? « Ne t'en vas pas, me répétait Mathia, nous partirons ensemble demain, si tu le peux. Mais ne pars pas ce soir, j'ai peur. »« De quoi? »« Je ne sais pas, j'ai peur pour toi. »« Laisse-moi aller, je te promets de revenir demain. Je vais te laisser ma harpe. Il faudra bien que je revienne la chercher. » Et malgré la peur de Mathia, je me mis en route, n'ayant nullement peur moi-même. De qui, de quoi aurais-je peur? Que pouvait-on demander à un pauvre diable comme moi? Malgré ma fatigue, je marchais vite, et j'arrivai à la fin à l'auberge du Gros Chêne. Mais j'eus beau chercher nos voitures, je ne les trouvai point. En tournant autour de l'auberge, j'aperçus une lumière, et pensant que tout le monde n'était pas couché, je frappai à la porte. L'aubergiste m'ouvrit lui-même et me braqua en plein visage la lueur de sa lanterne. « Vos voitures sont parties, dit-il. Votre père a recommandé que vous le rejoigniez à Lévès sans perdre de temps et en marchant toute la nuit. Bon voyage. » Et il me ferma la porte au nez. Aurais-je su où était Lévès? Je ne pouvais pas m'y rendre en abandonnant Mathia. Je devais donc retourner au champ de course, si fatigué que je fusse. Je me remis en marche et 1 heure et demie après, je me couchai sur une bonne botte de paille à côté de Mathia, dans la voiture de Bob, et en quelques paroles, je lui racontai ce qui s'était passé, puis je m'endormais, mort de fatigue. Quelques heures de sommeil me rendirent mes forces, et le lendemain matin, je me réveillai prêt à partir pour Lévès, si toutefois Mathia, qui dormait encore, pouvait me suivre. Sortant de la voiture, je me dirigeai vers Bob occupé à allumer son feu. Je le regardai couché à 4 pattes, essoufflant de toutes ses forces sous la marmite. Lorsqu'il me sembla reconnaître Capi,
conduit en laisse par un policeman. Stupéfait, je restais immobile, mais Capi, qui m'avait reconnu, avait donné une forte secousse à la laisse qui s'était échappée des mains du policeman. Alors, en quelques bonds, il était accouru à moi et il avait sauté dans mes bras. Le policeman s'approcha. « Ce chien est à vous, n'est-ce pas ?» me demanda-t-il. « Oui. »« Eh bien, je vous arrête. » Et sa main s'abattit sur mon bras, qu'elle serra fortement. Les bras et les gestes de l'agent de police avaient fait relever Bob. Il s'avança. « Et pourquoi arrêtez-vous ce garçon ?» demanda-t-il. « Un homme et un enfant pénétraient cette nuit dans l'église Saint-Georges par une haute fenêtre et au moyen d'une échelle. Ils avaient avec eux ce chien pour leur donner éveil. Avec lui, j'étais bien sûr de découvrir les voleurs, et j'en tiens un. Où est le père maintenant ?» Je ne sais si cette question s'adressait à Bob ou à moi. Je n'y répondis pas, j'étais anéanti. Et cependant, je comprenais ce qui s'était passé. Ce n'était pas pour garder les voitures que Capi m'avait été demandé. C'était parce que son oreille était fine et qu'il pourrait avertir ceux qui seraient en train de voler dans l'église. Enfin, si les voitures ne s'étaient pas arrêtées dans l'auberge, c'était parce que le vol avait été découvert et il fallait prendre la fuite au plus vite. « Expliquez-lui que je ne suis pas coupable, dis-je à Bob, puisque je suis resté avec vous jusqu'à 1 heure du matin. » Bob traduisit mes paroles à l'agent, mais celui-ci ne parut pas convaincu, comme je l'avais espéré, tout au contraire. « C'est à 1h15 qu'on s'est introduit dans l'église, dit-il. J'emmène ce garçon, il s'expliquera devant le magistrat. » Mathias se jeta dans mes bras. « Bon courage, me dit-il. À l'oreille, nous ne t'abandonnerons pas. » Et il m'embrassa. « Retiens, Capi, dis-je en français à Mathia. Mais l'agent me comprit. « Non, non, dit-il. Je garde le chien. Il m'a fait trouver celui-ci, il me fera bien trouver les autres. » La prison où l'on m'enferma était une vraie prison avec une fenêtre grillée, de gros barreaux de fer dont, on l'a vu, seul tuait dans son germe toute idée d'évasion. J'examinais les murailles. Elles avaient près d'1 mètre d'épaisseur. Le sol était dallé avec de larges pierres. La porte était recouverte d'une plaque de tôle. La fenêtre donnait sur une petite cour fermée par un grand mur qui avait au moins 4 mètres de hauteur. Assurément, on ne s'échappait pas de cette prison, même quand on était aidé par des amis dévoués. Que peut le dévouement de l'amitié contre la force des choses? Le dévouement ne perce pas les murs. Ah, comme j'avais été fou de ne pas avoir foi dans les pressentiments de Mathia et dans ses peurs. Le lendemain matin, le geôlier entra dans ma prison, portant une cruche et une cuvette. Il m'engagea à faire ma toilette parce que j'allais bientôt paraître devant le magistrat. J'aurais voulu préparer ma défense et mes réponses, mais j'étais trop affolée. Le geôlier revint et me dit de le suivre. Après avoir traversé plusieurs corridors, nous nous trouvâmes devant une petite porte qu'il ouvrit. Un air chaud me souffla au visage et j'entendis un bourdonnement confus. J'entrai dans la salle du tribunal. Dans une tribune, j'aperçus Bob et ses 2 camarades, l'aubergiste du Gros Chêne, et des gens que je ne connaissais point. Dans une autre, je reconnus le policeman qui m'avait arrêté. Je compris que cette tribune était celle des témoins. L'enceinte réservée au public était pleine. Au-dessus d'une balustrade, j'aperçus Mathia. Nos yeux se croisèrent et instantanément, je sentis le courage me relever. Le ministère public prit la parole et, en peu de mots, il avait l'air très pressé. Il exposa l'affaire. Un vol a été commis dans l'église Saint-Georges. Les voleurs, un homme et un enfant, s'étaient introduits dans l'église au moyen d'une échelle et en brisant une fenêtre. Ils avaient avec eux un chien qu'ils avaient amené pour faire bonne garde et les prévenir du danger. Un passant attardé, il était alors 1h15,
avait été surpris de voir une faible lumière dans l'église. Aussitôt il avait été réveillé le bedeau. On était revenu en nombre, mais alors le chien avait aboyé, et pendant qu'on ouvrait la porte, les voleurs effrayés s'étaient sauvés par la fenêtre, abandonnant leur chien, qui n'avait pas pu monter à l'échelle. Ce chien, conduit sur le champ de course par l'agent Géry, dont on ne saurait trop louer l'intelligence et le zèle, avait reconnu son maître, qui n'était autre que l'accusé, présent sur ce banc. Quant au second voleur, on était sur sa piste. Après quelques considérations qui démontraient ma culpabilité, le ministère public se tut et le juge me demanda mon nom, mon âge et ma profession. Je répondis en anglais, puis je demandai la permission de m'expliquer en français. « Ne croyez pas me tromper, me dit sévèrement le juge, je sais le français. » Je fis donc mon récit en français. J'expliquai comment il était en toute impossibilité que je fusse dans l'église à 1 heure, puisque à 7 heures j'étais au champ de course et qu'à 2h30 j'étais à l'auberge du Gros Chêne. « Et où étiez-vous à 1h15 demanda le juge. « En chemin. C'est ce qu'il faut prouver. Vous dites que vous étiez sur la route de l'auberge du Gros Chêne, et l'accusation soutient que vous étiez dans l'église. Je m'efforçai de démontrer que cela ne se pouvait pas, mais je vis que le juge n'était pas convaincu. « Et comment expliquez-vous la présence de votre chien dans l'église » me demanda-t-il. « Je ne l'explique pas, je ne la comprends pas, même pas. Mon chien n'était pas avec moi, je l'avais attaché le matin sous une de nos voitures. Il ne me convenait pas d'en dire davantage, car je ne voulais pas donner des armes contre mon père. En appelant un témoin, c'était le bedeau, puis on entendit les gens qui l'accompagnaient lorsqu'il était entré dans l'église. Mais il n'avait rien vu, si ce n'est la fenêtre ouverte par laquelle les voleurs s'étaient envolés. Enfin, on entendit mes témoins, Bob, ses camarades, l'aubergiste, qui tous donnèrent l'emploi de mon temps. Cependant, un seul point ne fut point éclairci, et il était capital, puisqu'il portait sur l'heure précise à laquelle j'avais quitté le champ de course. Les interrogatoires terminés, le juge déclara que je serais transféré dans la prison du comté pour y attendre que le grand jury décidât si je serais ou non, ou je ne serais pas traduit devant les assises. Les assises. Je m'affaissai sur mon banc. Hélas, que n'avais-je écouté Mathia.